Bilan lecture, janvier 2018 du Tracker de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, bilan lecture janvier 2017 du Tracker de livres. 2 coups de cœur, un classique du Tracker, 4 bons polars et 2 énormes romans historiques. Le voleur de vent de Frédéric H. Fajardi, un roman historique incroyable, édition J.C. Lattès ou en petit format, édition livre de poche. 1609, un groupe d'hommes et de femmes puissants met au point un complot pour exécuter le roi Henri IV. 12 conjurés avec, à leur tête, un moine défiguré. Un plan minutieux a été mis au point par ce prêtre. Les conjurés font partie des têtes couronnées. Ils veulent que ce monarque meure pour reprendre leurs prérogatives. Des représentants des pays en guerre, mais aussi de France, se sont regroupés. Le plan est prodigieux. 3 cercles de fer et de mort installés autour du roi. 3 cercles parfaitement hermétiques, empêchant toute aide extérieure et se refermant sur Henri IV. Thomas de Pomone, comte de Nissac, amiral des mers et du Levant, est appelé à la rescousse pour protéger le roi et punir les conjurés. Les Nissac ont toujours servi leur pays. Peu habitué à la cour du roi, taiseux de nature, il passe son temps en mer, protégeant les frontières de son pays, et taquinant les Espagnols, ses ennemis préférés. Quand il est à terre, il reste dans son lointain château, construit par ses ancêtres de retour des croisades. Sur cette terre, il traite chacun comme son égal, aide les plus démunis. Tous l'apprécient. Homme réfléchi, il a été formé aux idées nouvelles et a longuement pensé aux sciences de la guerre, ce qui fait de lui un combattant respecté et redouté de tous. À bord du Dragon Vert, tous les matelots sont égaux entre eux. Combattants de haut vol, ils sont prêts à suivre Nissac jusqu'en enfer. Aussi bons combattants sur les mers, combattants sur terre, ils terrassent tous ses ennemis à l'épée et au canon. Il relève tous les défis, même quand son roi lui demande l'impossible. Il s'exécute, prêt au sacrifice ultime. Quand enfin, par nuit, il rencontre celle qui sera sienne, il s'élance, sarrau clair, plume au vent. Mais il semble que ceux qui lui ont demandé de l'aide se retournent contre lui. Nissac est trop efficace. Il agit trop vite, trop fort, fait des dégâts trop importants parmi les ennemis. Il semble que le roi doive mourir. Certains des conjurés prennent peur. Ils décident de la mort de Nissac. Les lâches lancent leurs assassins contre lui. C'est sans compter sur les talents de bretteur et le courage sans faille de ces hommes. Ils répondent à coups de sabre, d'épée, de flèches et de poudre à canon. Ils sont la guerre. Et personne ne semble pouvoir les arrêter. Sous les frappes des stocks, rien ne résiste. Nissac pense et agit vite. Les cercles d'acier sont sur le point d'exploser les uns après les autres. Avec ses hommes, Nissac s'attaque à toute cette fange qui le dégoûte et qu'il méprise. De son côté, le moine défiguré et ses hommes, chargés de haine et de folie, descendent sur Paris, répandant mort et désolation dans les campagnes et les routes qui traversent. Un vent de panique souffle sur le pays. Le moine veut créer le chaos afin que le pays se soulève. Un roman de cap et d'épée aussi magistral que passionnant, des scènes de bataille navale proprement fabuleuses et passionnantes. On se retrouve sur le pont du Dragon Vert, aux côtés du mousse, son petit cœur broyé par la peur qui résonne dans sa poitrine. Puis apparaît Nissac sur le pont, couteau entre les dents, sarrau clair. Comme avant chaque bataille, il a passé sa chemise de lin d'un blanc immaculé. Il prend les petites mains du mousse entre les siennes et lui glisse quelques mots rassurants au creux de l'oreille. Se tournant vers les vaisseaux ennemis, il les observe quelques instants, un léger sourire aux lèvres, et fait tonner le canon. Quand la fumée se dissipe, il s'élance le premier, en hurlant comme un forcené, taillant tout ce qui se trouve sur son passage. Quand il est sur Terre, ses plans sont aussi audacieux que singuliers. On assiste à chaque attaque avec autant de surprise et d'excitation. On court à ses côtés. Puis arrive la fin de l'histoire. 3 cercles d'acier qu'il a en partie pénétrés. Il s'enfonce dans la foule pour protéger le monarque qui court à une mort certaine. L'assassinat de Henri IV comme personne ne l'a jamais encore imaginé. Aussi prenant que réaliste, l'auteur est malin, mais je préfère vous laisser faire le rapprochement. Un roman de très haute voltige que j'ai lu de nombreuses fois et que je prends plaisir à relire de temps à autre. Lisez-le, offrez-le, partagez-le à vos proches. Une histoire pleine d'action, d'aventure, de noblesse, de l'histoire en barre contée avec talent. Il y a du Dumas splendide
dans ce récit et quelle élégance dans son héros. Les Foulards Rouges de Frédéric H. Fajardi, un roman incroyable. Toujours aux éditions Lattès et en petit format, édition livre de poche. Là, ça coûte un peu moins d'euros quand même. Loup de Pomone, seigneur de Nissac, premier du lignage à avoir abandonné la marine de guerre après en avoir fait la promesse sur le lit de mort à sa mère. Il est devenu général d'artillerie et l'un des meilleurs. Une nuit, au Palais Royal, il sauve, par miracle, le cardinal de Mazarin, puis repart au front sans attendre. C'est un homme de guerre. Sa place est aux côtés de ses hommes. Quand les frondeurs prennent l'avantage, le roi doit fuir. Cerné de toutes parts, le cardinal fait appel à Nissac pour qu'ils escortent le souverain, la reine, le dauphin et lui-même. Nissac est le seul en qui il ait confiance. Homme de guerre, il appartient à une famille qui a toujours servi son pays et le roi sans jamais hésiter. De son côté, Nissac est un homme de nouvelles idées. Il sait qu'il est plus facile de mobiliser un pays avec un homme à sa tête que plusieurs chefs agrippés à leur précarité. Les frondeurs sont des hommes qui veulent le pouvoir pour eux-mêmes et non pour le peuple. Dès que le roi est à l'abri, le cardinal de Mazarin détache Nissac des ordres de Condé. Il a besoin de lui à Paris. Il lui donne l'ordre de monter une bande chargée d'attaquer l'armée des frondeurs. Mazarin désire que Nissac et ses hommes harcèlent et sabotent tout ce qu'ils peuvent. Le pouvoir du roi doit être rétabli. Pour être efficace, Nissac recrute de partout. Un mélange d'aristocrates en mal d'aventure et de gloire, et des militaires qui sont fidèles. Mazarin lui ouvre toutes les portes, y compris les plus surprenantes. Les geôles des galères sont pleines à craquer. Il y trouve un mélange hétéroclite d'hommes étonnants et prêts à tout pour sortir de ces enfers. Ensemble, ils forment la bande des Foulards Rouges. Par la même occasion, Mazarin lui demande d'assister Jérôme de Galland, le premier policier de Paris. C'est un homme entier qui n'aime pas le désordre. La fronde est le désordre. Qui plus est, il se pourrait qu'il ait des idées proches de Nissac. Depuis plusieurs mois, un monstre sévit sur Paris. Il tue d'horribles manières. On le surnomme l'écorcheur, tant ce qu'il fait aux victimes est abject. Avec la fronde qui sévit de toutes parts, certains ont tendance à attendre de voir de quel côté le vent tourne avant de choisir son camp. Le policier n'a plus assez de personnel pour s'occuper de cette enquête. L'écorcheur n'agit pas seul. Il est entouré d'une équipe aussi efficace que cruelle. Ensemble, ils se mettent à sa recherche. Entre ses opérations contre les frondeurs et son enquête, Nissac et sa bande font feu de tout bois. Paris bruisse de leurs exploits. De caves humides qui creusent aux catacombes dont ils se servent pour contourner les malfaisants, qui voudrait leur nuire? Et surtout, qui pourrait? Ils sont partout. Et bientôt, la peur change de camp. Les Parisiens se mettent à les aimer. Par une nuit sans lune, Nissac est blessé. Il doit trouver refuge. À peine la porte qui s'ouvre, qu'il s'effondre dans les bras d'un rêve. Et voilà qu'elle est devant lui. Il l'a attendu toute sa vie. Un thriller historique et un roman capé d'épée. Une épopée magistrale dans un Paris d'hier, sur et sous la ville, des combats incroyables. On entend les épées qui se choquent entre elles et des duels grandioses. On croise des grands noms comme Condé, La Rochefoucauld, Gaston d'Orléans et tant d'autres. L'auteur nous plonge dans un pan de l'histoire plein de rebondissements. C'est aussi le moment où certaines idées voient le jour et se propagent. L'auteur utilise Nissac et sa noble vision des gens pour transmettre son humanité et sa volonté de partager l'égalité entre les hommes. À dévorer et à offrir éventuellement. Ode à Caïssa de Jean-Yves Martin, en auto-édition. Patrick Lecusard est un passionné d'Armaillard. Il passe tout son temps à chercher des documents, puis part dans la jungle à la recherche de tombes et autres caches. Un jour, à force de pousser ses recherches à fond, il finit par toucher le gros lot. Une cité inviolée, superbe, unique. Chichen Itza, la légendaire. Il découvre des objets fabuleux, un trésor archéologique inégalable. Le rêve de toute sa vie. La découverte du site change sa vie et la rend beaucoup plus compliquée. Il doit rentrer en France et écouler une partie de sa marchandise pour rembourser ses investisseurs. Peu de temps après être rentré au pays, il est assassiné. Assisté par l'impulsive Marion Stéphan, Boris Thibert se met à enquêter sur la victime. Homme à des visages, passionné et curieux de tout, mais parfois débauché et excessif. Les policiers se rendent vite compte que des hommes et des femmes dangereux tournaient autour de Lecusard avant sa mort.
La vie des deux policiers n'est pas de tout repos non plus. Ils doivent faire face à leurs propres problèmes par la même occasion. Plus l'enquête avance, plus l'histoire les entraîne vers le Mexique, à Chichen Itza. Ils prennent l'avion et partent pour ce pays magnifique. En quelques jours, la vie de tous les policiers chargés de l'enquête bascule. Certains en seront changés à jamais. Le petit monde des chercheurs s'agite. Les nouvelles vont vite. Les autorités du pays doivent se dépêcher. Les pires de tombes ont des grandes oreilles et des moyens puissants. La fièvre des recherches est puissante. Les sponsors de l'épuisard veulent un retour sur investissement et sont prêts à toutes les sauvageries. Les chiffres que les policiers découvrent vont les entraîner vers une cité cachée, une ancienne cité maya où régna durant plusieurs siècles une histoire violente et sanglante, mais aussi passionnante et d'une culture rare et pleine de surprises. Les collectionneurs sont capables de toutes les folies pour posséder ces biens uniques. Posséder l'ancien, le toucher, s'apparente à l'immortalité. Certains sont prêts à tuer s'il le faut. Un roman intéressant, plutôt bien construit, qui se laisse lire d'une traite. Des personnages attachants, une histoire que l'on prend plaisir à lire et qui nous tient jusqu'à la fin. Mes classiques à moi, Misery de Stephen King aux éditions J'ai lu. La première sensation, ce sont ses lèvres qui forcent les siennes pour lui insuffler de l'air. Cette impression de suffocation et le goût de cet air vicié et malodorant. Il lui faut du temps pour émerger de l'état semi-conscient dans lequel il est plongé. La douleur brouille sa réflexion et les drogues perturbent son mode de pensée. Quand il découvre cette situation, il n'est pas rassuré du tout. Où est-il et que fait-il là? Il lève les draps et voit ses jambes. Il découvre avec effroi l'état de ses blessures. Entre deux crises de douleur intenses, il tente de remettre en place les derniers moments dont il se souvient. Il veut terminer son dernier roman et avait bu quelques coupes de champagne. La radio avait prévu que la tempête ne passerait pas par là. Et ben, on peut dire que sur ce coup-là, ils se sont loupés. Il se souvient de la route enneigée, de sa voiture dont il perd le contrôle, et puis plus rien. C'est ballot. Et là, il est dans la maison d'Annie. Elle passait par là, elle l'a sorti de la voiture accidentée et l'a récupérée. Plutôt que de l'emmener à l'hôpital, elle l'a ramené chez elle, où elle l'a rafistolé. Pendant toute sa convalescence, elle l'a gavé de temps en tout genre, tout en rafistolant ses jambes. Paul Sheldon se rend vite compte que le Saint-Bernard est complètement cinglé. Mais il sait aussi qu'il est complètement à sa merci pour le moment. Il doit se refaire une santé pour se sortir de là. Paul est un auteur à succès. Il a créé un personnage littéraire qui plaît, Misery Chastain. Dans son dernier livre, il la tue. Il veut passer à autre chose. Il en est venu à détester ce personnage. Sa geôlière est sa première fan. C'est une passionnée. Misery Chastain ne peut pas mourir. C'est impensable. Elle veut qu'il la ressuscite dans un nouveau livre, une nouvelle histoire, rien que pour elle. S'il refuse, il mourra. Commence alors un huis clos aussi terrifiant qu'extraordinaire. Deux personnalités qui s'observent et se cherchent, prêtes à jaillir et à se sauter à la gorge. Une vision délirante de Stephen King sur son travail. Il a un recul proprement stupéfiant sur son métier. C'est comme de plonger dans sa tête pendant toute l'histoire. À travers Paul Sheldon, King nous permet d'appréhender les inquiétudes du créateur. L'humour qu'il peut avoir sur ses personnages et son rapport avec le succès est incroyable. Un regard décapant sur un métier aussi superbe que prenant. Cette manière qu'il a de nous montrer quand il se plonge dans sa bulle et que l'inspiration le submerge. Cette douleur qui s'impose par moments pour avancer. Son rapport à la souffrance. L'oubli de sa personne quand les mots courent les uns derrière les autres pour mettre l'histoire en place. Annie Wilkes est un personnage complexe qui pousse l'auteur dans ses retranchements. Elle l'oblige à une introspection impressionnante tout en maintenant une peur primale sur lui. Elle le domine physiquement. Elle applique une douleur froide, contrôlée, qu'il subit sans pouvoir la freiner. Elle le maintient en vie pour obtenir ce qu'elle désire. J'ai beaucoup aimé le film et ses auteurs, mais le livre amène une profondeur au personnage rare et effrayante. Stephen King a pensé son métier comme peu d'auteurs avant lui. Il a développé la peur au-delà du possible et il a créé une œuvre tout bonnement titanesque. Il a observé les gens, ses fans, et surtout tout ce que cela implique pour lui. Ce livre est une histoire angoissante qui secoue au plus profond de nos tripes et qui laisse des traces longtemps après la dernière ligne.
Dogland de Tim Wilcox, édition Pocket. Dogland est un livre atypique qui nous montre le monde des hommes à travers le regard d'un chien. À travers ses yeux, on voit un monde qui côtoie le laid et le beau. Un autre auteur s'est essayé au genre, Bernard Lantéric, avec L'Empereur des rats, aux éditions Livre de poche. C'est une vraie réussite, tout comme maintenant avec Dogland. Tim Wilcox choisit de prendre le point de vue d'un animal que nous connaissons bien et construit toute une histoire autour de lui, comme un thriller. Kiva est un lévrier de compétition qui participe à des courses clandestines. Son propriétaire est despotique et veille sur elle comme à la prunelle de son portefeuille. Quand elle met bas, il se rend vite compte que la portée n'est pas de souche pure. Certains chiots ne ressemblent vraiment pas à des lévriers. Ils ne lui sont donc pas utiles. Leurs jours sont comptés. L'un des chiots sort du lot. Il émane de lui la force de son père et une étincelle qui brille dans son regard. Elle le nomme Fourgoule. Dans la langue canine, ce nom signifie le brave. Né dans la fosse de Deadbone, c'est l'antichambre de l'enfer. Un lieu où les règles humaines n'existent pas. L'outrance est de mise. Toute la lie s'y répand sans foi ni loi. Aucun principe, aucune loi, juste la violence et la haine. Pour survivre, il faut être utile ou rapporté. Si on entre dans aucun de ces cas, on meurt. Fourgoule est le fils d'Argal. Hors la loi de légende, il est destiné à d'autres horizons. Avec tout son courage, il prend son avenir en main tout en se faisant une promesse. Il reviendra sauver sa mère. Sorti vivant de la fosse, il doit appréhender le monde des hommes et celui des autres chiens. Déjà, l'appel des Dogland le pousse à courir et à enfreindre les règles que l'on tente de lui imposer. L'endroit qu'il voit en songe est un monde de totale liberté, sans entrave, où tout le monde vit en bonne intelligence. Pour y arriver, il va faire des rencontres et apprendre. Il découvre un monde complexe où certains chiens sont libres, pendant que d'autres préfèrent rester dans le sillage des hommes. Par la même occasion, il rencontre des hommes, parfois bons, d'autres moins. Il va devoir appréhender tous ces faits, se développer, se renforcer et apprendre. Il va fédérer et entrer dans son sillage des personnages aussi différents qu'intrigants. Toujours, il cherchera à aider son prochain et à le tirer vers le haut. Avant de trouver Dogland, il doit respecter une promesse, retrouver sa mère et l'arracher aux mains du tortionnaire qui l'exploite. Un roman étonnant, plein de surprises, prenant. On suit l'histoire de ce Fourgoule, on le découvre chiot, dans l'antre la plus terrible et sordide qui soit, et on le voit évoluer. Il devient jeune chien fou et tente de trouver sa place dans une société toujours plus complexe de jour en jour. Il se pose ses premières questions, ses premières pulsions pointent le bout de sa truffe et ses premières colères apparaissent. On le voit s'élever vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Un joli coup de plume et un rythme qui ne nous lâche pas jusqu'à toute dernière ligne. Mausolée d'Antoine Traki, coup de cœur du tracker. Édition Pocket. Un thriller qui mêle la science, la technologie, de l'action. En veux-tu, en voilà, de l'anticipation et enfin de l'histoire. Si, ça fait beaucoup, hein. En même temps, l'auteur se fait plaisir. Il construit une histoire complexe, pleine d'action et de rebondissements. Un réalisme parfois troublant et une justesse qui frappe juste. Le premier livre de Antoine Traki, Point Zéro, est déjà une vraie réussite et une rencontre littéraire particulièrement stimulante. Je trouve son second encore plus abouti. En même temps, une chasse au trésor disparue titille peut-être un peu plus ma gourmandise. 2010 avant Jésus-Christ, le premier empereur de Chine, Qin Huangdi, se prépare à disparaître corps et biens sur une terre inconnue pour l'éternité. En 1978, en Oregon, un bateau fait naufrage parce que son capitaine a bu plus que de raison. Pourtant, même sous, il connaît parfaitement la région. Rien à cet endroit n'aurait dû couler son embarcation. Avec l'entêtement des individus imbibés, il s'équipe et plonge sous la coque pour voir ce qui a pu causer tant de dégâts. Ce qu'il voit le terrifie tellement qu'il remonte aussi sec, lâche tout et part à l'autre bout du monde. Plus jamais il ne prendra une goutte d'alcool. Qu'est-ce qui a bien pu l'effrayer à ce point? En 2020, 2 ans après leur dernière rencontre, Kendall Colchwood, le patron milliardaire de la K2 compagnie, reforme l'équipe avec Caleb McKay et Poppy Borghese. Ensemble, ils partent à la recherche de la tombe du premier empereur de Chine. Caleb sait que le milliardaire ne lui dit pas tout. Une telle débauche de moyens pour trouver une tombe ne peut pas être complètement désintéressée. En même temps,
Kendall lui a sauvé la vie, il lui est redevable. Qui plus est, la recherche de son tombeau, en compagnie de ses amis et anciens collègues, lui redonne goût à la vie. En fouillant, ils vont de surprise en surprise. Comme dans chaque projet de la K2, les moyens sont illimités et les dernières technologies les accompagnent. Kendall Joldrud s'est entouré des plus grands spécialistes dans leur domaine. Et puis, il y a ce professeur chinois et son assistante, pleine de mystères, qui les accompagnent pas à pas dans toutes leurs recherches. Qui sont ces individus prêts à rentrer en guerre contre le monde entier pour des objets vieux de plus de 2000 ans? Nous voilà repartis dans une aventure hors norme dont Taraki a le secret. Seulement, une histoire pareille se mérite. Il faut s'enquiller 1175 pages. Curieusement, je n'ai pas éprouvé de lenteur. Les quelques moments de calme viennent après les actions absolument vertigineuses. Ils me permettent de souffler un peu avant de repartir pour des actions aussi spectaculaires. Il faut bien comprendre que l'auteur nous invite dans une équipée qui concerne la science, la géopolitique, en l'occurrence la Chine, la Corée du Nord, en construisant une histoire parfaitement crédible. Tension extrême de Sylvia Forge, édition Fayard. Une jeune commissaire de police vient de prendre la tête de la PJ de Nantes. À peine arrivée dans les murs, 2 morts suspectes et une cyberattaque d'une ampleur inégalée frappe les locaux de la police. Ils sont complètement paralysés et n'ont accès à rien pour traquer le criminel. Aidée de toute son équipe, elle va devoir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour trouver le coupable. Ils connaissent le coupable de 2 morts, mais n'ont accès à aucun programme pour lâcher la meute sur lui. En attendant, lui fait des dégâts parmi les forces de l'ordre. Il a accès à tout. Il a un objectif et rien ni personne ne l'entendra. Le suspect prend la main sur tout ce qui est connecté et met la vie de chaque policier en danger. Tout le monde doit faire face à une menace invisible et pourtant tellement efficace. Le virus se répand partout, prenant possession de tout, y compris des dossiers tendus. Matignon envoie l'équipe de choc pour suppléer les services informatiques. En enquêtant, les policiers de la PJ sortent des cartons un projet secret défense. Ils déclenchent aussitôt des alarmes. Des grosses légumes arrivent ventre à terre dans le bureau de la commissaire. Là, on entre dans quelque chose que les États ne partagent pas. Le contre-espionnage des projets que des personnes imaginent en cas de guerre absolue. Imaginer l'inimaginable et avoir des solutions pour s'en sortir. Alors forcément, quand par hasard on trouve quelque chose d'intéressant, on enferme à triple tour, y compris le projet en question, pour ne pas donner de mauvaises idées à des bandits en mal imagination. Il semble que le virus en question vienne d'une personne qui réfléchissait à ce type de problème. Du coup, il sait où frapper. Plus les policiers enquêtent, plus ils découvrent le pourquoi du comment. Le numérique est partout. Tout est réglé par des programmes capables de chercher, de trouver une personne sur ses caractéristiques physiques, sa voix, ses goûts. Comment se prémunir d'une personne ayant accès à tout et sachant s'en servir? Un thriller plein de rythme et de suspense. L'auteur est malin. Il traite d'un sujet dont on commence à parler. Combien de fois avons-nous entendu parler d'attaques ciblées d'un PC maison, quelqu'un qui a allumé une webcam et vous a photographié à votre insu? Des objets connectés inondent le marché. Des bracelets, des montres, des webcams, le Wi-Fi que l'on capte à l'extérieur de chez nous, sans compter les réfrigérateurs capables d'analyser ce qu'il vous reste et d'envoyer un courriel au magasin pour anticiper vos courses. Nous pensons à protéger nos PC avec différents antivirus, mais rarement ce type d'objet. Pourtant, ils sont reliés à notre box personnelle. Il suffit de se faire accrocher à l'extérieur et le tour est joué. Nous rentrons, mettons en charge les différents objets et les verrez dans le fruit. Nous mettons les ordinateurs familiaux sous réseau et en Wi-Fi. En ville, un virus agressif s'infiltre partout et se propage vite. L'auteur a bien travaillé son sujet. Il met en place une histoire bien ficelée qui pousse à bout certains personnages. Là encore, on entre dans le cyberharcèlement. Un crime encore récent et probablement sous-évalué. Un roman vraiment prenant à dévorer jusqu'au bout. Le passé de Samantha Ice, coup de cœur du tracker. Lorraine Fisher, avec sa fille, compte passer quelques jours chez sa sœur Jo dans la maison familiale. Très vite, Lorraine se rend compte que la mort plane dans la région. 2 ans plus tôt, une vague de suicides d'adolescents a frappé le comté de Warwick.
Tous les habitants craignent que leurs enfants ne se laissent entraîner dans cette spirale infernale. Chacun a été traumatisé par cette période. Le cauchemar semble recommencer. Un jeune homme a précipité la moto qu'il avait volée quelques heures plus tôt contre un arbre. Autour de l'accident, la police n'a trouvé aucune trace de freinage. Il semble que le jeune homme se jetait lui-même contre l'arbre. Un nouveau suicide. Par crainte que le cauchemar ne recommence, la presse n'en parle pas et la police tente par tous les moyens d'éteindre l'incendie avant qu'il ne se répande. C'est le tour de Freddy, le neveu de Lorraine, de disparaître à son tour. Autant par réflexe professionnel que parce qu'elle connaît l'incompétence crasse du policier qu'elle se mêle de l'enquête. Très vite, elle trouve des erreurs dans la procédure. Il semble que les conclusions du dernier suicide soient fausses. En fouillant dans la vie de son neveu, elle découvre qu'il était harcelé sur les réseaux sociaux et commençait à se refermer sur lui. Joe, sa sœur, lui cache certaines choses. Sa vie semble beaucoup plus compliquée qu'elle ne le montre. Et il y a Jill, ce jeune homme si particulier qui lui offre un dessin très réaliste, mais aussi étonnant. Ce dessin montre la scène du suicide en moto où le jeune homme n'était pas seul. Les caméras semblent corroborer des faits sans donner l'identité du deuxième passager. Là encore, la police n'a rien vu. Le policier s'est arrêté aux premières constatations sans enquêter, ne serait-ce que dans les vérifications d'usage. Que se passe-t-il dans la communauté de Radcote? Des secrets qui tuent, la mort qui rôde. Lorraine sait qu'elle doit faire vite. Elle va devoir secouer tout ce petit monde pour retrouver son neveu et rouvrir cette blessure. Un vrai roman coup de cœur qui traite de sujets fragiles et complexes. Le suicide des adolescents, mais aussi le mal-être de chacun. Une enquête sans temps mort, très addictive, des personnages attachants, une histoire parfaitement structurée. J'ai découvert cet auteur avec Les Mères, pour lequel j'avais déjà eu un coup de cœur, mais je trouve celui-ci encore plus réussi. Et surtout, il est très très différent. On est très vite happé par l'histoire des personnages. L'auteur nous plonge dans leur vie qui jalonne le roman. Nous découvrons au fur et à mesure leur joie, leur peur, leur douleur et les moyens qu'ils utilisent pour sortir. Vraiment un bouquin à dévorer. Sans raison de Mehdi Brunet, édition Tornada. Âme sensible, s'abstenir. Joseph Kowalski a une vie heureuse et tranquille. Un jour, son bonheur de père de famille et de mari épanoui explose en plein vol. Alors qu'il revient avec son fils d'un match de football, il découvre sa maison fracturée. Il se précipite à l'intérieur à la recherche de sa femme et de sa fille. Il trouve une maison saccagée, du sang, mais aucune trace de sa famille. Quelques temps plus tard, il reçoit un lien vidéo intraçable qui lui montre l'indicible. Sa femme, torturée sous les yeux de sa fille par les hommes masqués. La police enquête mais ne trouve rien. José est une cocotte minute prête à exploser. Quand il reçoit le deuxième lien, son esprit bascule. Chacun a sa ligne de bascule. La sienne est franchie. Plus rien ne sera comme avant. La seule tâche qui lui reste est son fils. La police découvre les corps quelques jours plus tard. Devant leur cercueil, il se fait une promesse. Les tortionnaires devront payer. Accompagné de son père, qui s'associe à lui, ils partent en guerre. José Kowalski confie son fils à ses beaux-parents et lâche les amarres. Les policiers, chargés de l'enquête, se rendent compte de ce qui arrive et tentent, par tous les moyens, de stopper l'affrontement. José et son père sont efficaces, ils n'ont pas de barrière, et les vidéos qui les hantent leur servent de moteur. Ils n'arrêteront qu'une fois que tous les monstres seront punis. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est quand même dur. Un roman étonnant, brut de décoffrage, il est péchu, il est plein de promesses qui secouent chaque fibre de notre corps. Un premier roman qui frappe juste, une chasse à l'homme, qui ne laisse pas de moment de répit et nous tient en haleine jusqu'à la ligne. Une réussite, un thriller bien écrit et un auteur Mehdi Brunet à suivre de près, à dévorer. Mangez des chouquettes, lisez, likez, abonnez-vous, partagez, parlez entre de vous, éclatez-vous, bonne lecture, à bientôt, au revoir.